Merci beaucoup. Donc, merci aussi pour votre invitation sur un sujet qui, vous allez voir, est très intéressant, qui nécessite de la sémantique. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour parler correctement de pression pleurale, pression transpulmonaire. Je me suis permis de modifier un petit peu l'intitulé du topo en mettant quel monitorage et finalement pour terminer par la pression œsophagienne pour tous, au moins au cours du SDRA. Donc il manque une diapositive de conflit d'intérêts, je n'en ai pas sur cette présentation, ni par ailleurs d'ailleurs. Donc cette nouvelle définition du SDRA, qui finalement date de 2011, nous rend des services parce qu'elle permet de séparer, on va dire, un petit peu mieux les patients et on arrive à, avec les patients qui sont en ARDS sévère, PaO2 sur FiO2 inférieur à 100, à serrer, on va dire, un petit peu mieux la population et vraisemblablement à mieux les catégoriser d'emblée, ces patients, parce qu'ils vont avoir une mortalité plus importante que les autres, au moins sur ces critères-là. Je n'ai pas de flèche. Et également, ils seront ventilés quasiment tout le long des 28 premiers jours sur ce que l'on voit ici. Donc, on vient directement sur quelle ventilation proposer à quel patient, et notamment à ces plus sévères. Et dans cette méta-analyse qui reprenait les effets de haute pipe sur des patients en SDRA, qui n'étaient pas des patients tous en SDRA sévère, on voit que quand on s'intéresse au SDRA modéré et sévère, ces études donc, qui étaient notamment l'étude Express, l'étude alvéolaire, qui s'intéressaient à des patients à haute pipe, finalement, alors qu'elles étaient négatives, auraient peut-être des effets positifs, au moins sur la méta-analyse, sur la mortalité de ces patients. Donc vraisemblablement, en adaptant la PEP pour ces patients, il se pourrait qu'on ait des effets positifs. De même, alors cette fois c'est une méta-analyse de Sud, quand on regarde la ventilation en décubitus ventral, sur une revue systématique, eux aussi suggéraient que chez les patients les plus sévères, et ça a été confirmé par l'étude dont on vient de parler, chez les patients les plus sévères, ceux-là bénéficieraient d'une ventilation en décubitus ventral. Et donc à la suite de la nouvelle définition du SDRA, la prise en charge des patients les plus sévères, la task force qui s'était intéressée, qui a rédigé cette conférence de consensus, avait fait ce petit diagramme qui est pas mal, puisque finalement il nous montre que vraisemblablement, on manque d'études randomisées contrôlées, mais vraisemblablement chez ces patients, c'est chez ceux-là qu'il faut proposer des choses peut-être différentes. Donc finalement, la prise en charge du SDRA a évolué sur le diagnostic, la définition du niveau de gravité, la mise en place des traitements. On commence à avoir des études qui permettent au moins de recommander ça. Pas pour la PIP actuellement, c'est vrai, et notamment sur l'évolution. Mais finalement, faut-il monitorer quelque chose de particulier pour proposer ces prises en charge particulières? Et finalement, que monitorer? Et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Le monitorage minimum, c'est celui qu'on a tous au lit du patient, la gazométrie, rapport PaO2 sur FiO2, la PCO2. On a vu à l'instant que ça pouvait être intéressant chez des patients notamment qui baissent leur PCO2 lorsqu'on fait des manœuvres particulières. La mesure de la pression de plateau, c'est une évidence, au moins pour mesurer que les patients ne sont pas au-delà de 30. Et j'ai noté ici compliance du système respiratoire. Donc on peut tous la mesurer de façon très simple en calculant au lit du patient si le ventilateur ne le fait pas tout seul. Le rapport PaO2 sur FiO2, il faut quand même s'en méfier. Dans cette étude des Marseillais, de Jérôme Allard-Desservant, on voit que quand on modifie la FiO2, seule manœuvre, eh bien, le rapport PaO2 sur FiO2, il n'est pas linéaire et il est significativement différent quand on augmente la FiO2. Et rien que ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que dans la définition, on ne dit pas qu'on va tous les mettre à 100% de FiO2 pour mesurer le rapport PaO2 sur FiO2. Et déjà là, on va avoir des patients qui vraisemblablement seront mélangés en termes de gravité, de sévérité. Quand on regarde, ça c'est l'étude Express qui s'était intéressée à 2 niveaux de PEP. La pression de plateau, c'est ce qu'on voulait atteindre. Hein, je vous rappelle, c'était un groupe distension minimale où on faisait PIP entre 5 et 9, minimale entre 5 et 9 pour assurer une saturation suffisante, supérieure à 90. Et le deuxième objectif de la haute PIP, c'était d'obtenir une pression de plateau entre 28 et 32. Donc les objectifs étaient atteints. Et la compliance, eh ben, ce n'est pas elle qui nous permettait vraiment de conclure sur l'intérêt de la mesure. Et cette étude était négative
on en a parlé. D'autres moyens de monitorage. Alors ça, c'est une courbe de pression d'un ventilateur, d'un patient qui est ventilé en ventilation, on va dire, contrôlée ou assistée contrôlée. Et ici, je le ventile, on va dire, sur des cycles habituels. Le volume courant est insufflé. Et si je reviens de la pression expiratoire positive jusqu'à 0 de pression expiratoire positive, je vais pouvoir, si je monitore sur mon ventilateur le volume courant expiré, savoir qu'il y a un volume trappé par la PEP et le volume expiré. Éventuellement, on peut mesurer le volume pulmonaire de fin d'expiration et on a montré qu'avec le lavage de l'azote, on pouvait éventuellement monitorer le recrutement induit par la pipe avec une corrélation qui était correcte, à condition de prendre des précautions. Donc des moyens de monitorage, il y en a. Et finalement, pourquoi c'est Marvel? C'est parce que en gros, les super-héros de la ventilation se sont réunis pour en proposer un nouveau, le sortir des cartons plutôt, c'est la pression œsophagienne. Donc tous se sont réunis, beaucoup d'entre eux se sont réunis et ont sorti ce papier qui permet de remettre au goût du jour la pression œsophagienne dans le SDRA, et c'est maintenant de ça que l'on va discuter. Alors, la pression œsophagienne, comment ça fonctionne? Déjà, il y a des problèmes de sémantique qui sont certains, parce que tout le monde ne parle pas de la même chose. On parle de pression transpulmonaire, vous voyez ici du P-lung. Et donc, je vais essayer de parler toujours avec les mêmes termes. Donc, quand on met une sonde dans l'œsophage est dans le thorax, à côté des poumons. Ce qu'on mesure, c'est la pression œsophagienne, qui correspond donc à la pression pleurale. Et la pression lung, que vous allez voir souvent dans des études anglo-saxonnes, correspond à la pression transpulmonaire. Alors, l'avantage de parler d'élastance plutôt que de compliance, c'est que l'élastance du système respiratoire est égale à l'élastance de la paroi plus l'élastance du poumon. Et donc, on ne peut considérer que la pression dans les voies aériennes est égale à la pression dans le poumon que si l'élastance de la paroi est égale à 0, ce qui n'est pas toujours le cas, on va le voir. L'élastance de la paroi peut augmenter lorsqu'il y a un épanchement pleural, de l'œdème, de la pression abdominale qui est modifiée et des paramètres qui sont largement modifiés au cours du SDRA. Donc quand on regarde la pression œsophagienne, donc qui correspond à la pression pleurale, et qu'on regarde s'il y a une corrélation avec la pression de plateau, donc la pression en fin d'inspiration, on voit qu'il y a une corrélation qui est significative. En revanche, quand on regarde la pression œsophagienne et la pression expiratoire, on voit que la corrélation, elle, n'est plus significative. Donc uniquement se servir de la pression œsophagienne n'est pas suffisant pour s'intéresser à ce qui se passe réellement dans les poumons. Finalement, il faut s'intéresser à la P-lung, ou la pression transpulmonaire, qui, elle, est bien corrélée aussi bien en fin d'expiration qu'en fin d'inspiration. Alors maintenant, quel est l'effet de la paroi thoracique? Sur cette étude qui a presque 20 ans maintenant, on voit que à l'époque où on pensait que les SDRA pulmonaires et extrapulmonaires nécessitaient d'être traités différemment, la péritonite et la pneumonie, ça entraîne un SDRA différent, c'est ce que soutenaient les auteurs. On voit que quand on regardait ces SDRA pulmonaires, ceux-là avaient une élastance de la paroi qui était relativement basse et pareil pour tous les patients, alors que, et quel que soit le niveau de pression expiratoire positive, alors que chez les patients avec des SDRA d'origine extrapulmonaire, ceci n'était pas le cas et donc nécessitait une différence de prise en charge. On notera que ces SDRA pulmonaires avaient tous des pathologies abdominales et que l'on perçoit que l'abdomen et le thorax étant en série l'un à côté de l'autre, on peut comprendre cette variation. Finalement, que faire de la pression œsophagienne dans la RDS? On l'a vu, il peut y avoir des problèmes de compliance de la paroi thoracique, notamment à l'œdème, pression abdominale, ce qu'on a dit. La pression pulmonaire va être obligatoirement, pas nécessairement, mais souvent, pourra être différente de la pression dans les voies aériennes. Cette pression pulmonaire peut même être négative en expiration. Ça paraît étonnant, mais
je ventile un patient avec une pression positive et je maintiens cette pression même pendant l'expiration et je peux avoir une pression négative, on va dire tellement le ventre pousse tellement l'abdomen pousse sur le thorax, en expiration, la pression peut s'inverser. Et ceci, on imagine très bien, problème d'ouverture et de fermeture alvéolaire, la pression devient négative, donc les alvéoles se ferment, et du collapsus alvéolaire. Sur cette plaque que j'ai empruntée au super-héros, on voit bien que, notamment chez ces patients qui sont, ce patient qui est en ARDS, la pression transpulmonaire peut être négative en expiration, c'est ce qu'on voit ici. Et donc, on en vient toujours à la question, peut-on adapter la ventilation à ces patients? Ceci est particulièrement intéressant parce que quand on modélise ce que font les alvéoles entre l'inspiration et l'expiration, on voit que les paramètres que l'on peut régler, ici le volume courant et là la pression expiratoire, de ces deux paramètres l'un avec l'autre va dépendre l'instabilité des alvéoles. Enfin, quand on regarde ce papier donc, qui s'intéresse à des SDRA, c'est une réinterprétation de la cohorte scanographique de 2006 de Gattinoni chez les patients qui étaient séparés sur le potentiel de recrutement, scanner à 5, 15, 45 cm d'eau de pression. On regarde quelles sont les zones aérées et on divise les patients en disant beaucoup de zones recrutables, peu de zones recrutables. Et donc, on voit très bien que les patients qui ont un haut potentiel de recrutement, entre la haute pipe, c'est ici, 15, et basse pipe, on voit qu'on a recruté beaucoup et que donc, il y a potentiellement des ouvertures et des fermetures chez ces patients. Quand on traduit ça en termes de mortalité et qu'on regarde par des quartiles de recrutabilité, quand on les divise par 25% de façon arbitraire, eh bien on voit que ceux qui ont le plus de tissus qui s'ouvrent et qui se ferment à chaque insufflation, eh bien ce sont ceux qui meurent le plus. C'est le dernier. Donc on a envie de traiter mieux ces patients-là. Alors l'étude qui donne envie de faire de la pression œsophagienne un peu à tous nos patients, c'est celle-là. C'est une étude de 2008 de Talmor et qui s'est intéressé à un concept très simple. Plutôt que de régler la pression expiratoire positive sur des critères de PaO2 sur FiO2, on a vu à l'instant que ce n'était sûrement pas la panacée, je vais les régler sur la pression œsophagienne. Donc des SDRA modérés avec un objectif de PaO2 sur FiO2 à J3 et j'utilise deux tables différentes de réglage de ma pression expiratoire positive. Je prends l'étude alvéoli du New England Journal avec le groupe contrôle qui était plutôt le groupe basse pipe et basé sur la pression œsophagienne. L'idée est que la pression transpulmonaire expiratoire ne soit jamais négative. Elle soit entre 0 et 10 et que la pression transpulmonaire en inspiration, qui n'est pas la pression de plateau, soit inférieure à 25 cm d'eau. Donc finalement, en prenant la pression de plateau, ils sont arrivés à faire ce qu'ils voulaient. Donc dans le groupe pression œsophagienne et le groupe traitement conventionnel, c'est-à-dire tableau de pipe géré sur la FiO2, la pression de plateau est restée à 30 et ils ont pu augmenter la pression transpulmonaire inspiratoire, fin d'inspiration, en restant inférieure à 25, ce qui était leur objectif. Quand on regarde les pressions transpulmonaires télé-expiratoires, donc en fin d'expiration, on voit que leur objectif est atteint. Ils voulaient monter la pression transpulmonaire en fin d'expiration pour être supérieur à 0. Alors, ils étaient entre 0 et 10 et finalement, ils sont tous entre 0 et 1, mais ils sont supérieurs à 0, alors que les autres ont quasiment tous, on a vu que ce n'était pas le plus fréquent, mais ils sont quasiment tous avec des pressions transpulmonaires expiratoires plutôt négatives. Tout ça au prix d'une augmentation de la PEP importante, puisque la plupart des patients ont eu une augmentation de 0 à 5, 6 à 10, voire 11 à 15 cm d'eau de pression expiratoire positive. Alors cette étude, malheureusement, elle a été arrêtée à 61 patients sur 200, parce que l'objectif, on en a parlé, c'était le rapport PaO2 sur FiO2 à J3. Et les patients, dans le groupe contrôle, ils passaient de 145 à 191 et les autres, ils doublaient leur rapport PaO2 sur FiO2.
Mais ça, c'est quelque chose qu'on sait et qu'on montre dans toutes les études. Quand on augmente la pression expiratoire positive, on augmente le rapport PaO2 sur FiO2. Donc finalement, on aurait pu s'y attendre. La mortalité, il y avait une tendance, et c'est vraisemblablement pour ça que le board a dû arrêter l'étude prématurément, et elle l'a aussi arrêté sur les critères qui étaient prédéfinis. Donc, elle nous laisse sur notre faim, cette étude, puisqu'elle n'a pas été menée jusqu'au bout, même si elle apporte de l'envie. Les critères d'arrêt n'étaient sûrement pas les bons critères pour ce type d'étude, et on voit aussi que les sondes étaient quand même difficiles à placer et qu'il fallait augmenter la sédation. Quand on regarde le recrutement avec alvéoli, quand le groupe qui a eu la base PEP, déjà, les patients sont différents. Il existe des recruteurs et des non-recruteurs, et d'emblée, les patients sont potentiellement différents, ce qui a pu aussi nuire à la qualité des débats, parce qu'on a pris une échelle de PEP qui n'est pas adaptée vraisemblablement pour cet objectif. Je vais passer vite là-dessus. Et terminer par un commentaire, terminer sur une étude qui, elle aussi, a un intérêt vraisemblablement majeur pour parler de la pression œsophagienne dans le SDRA. C'est une étude assez récente qui a été faite par une équipe italienne qui a l'habitude de faire de la pression œsophagienne et qui a plusieurs intérêts. Donc, ce sont des patients qui sont très graves, qui sont envoyés au centre de référence italien en disant ils ont les critères, une PEP élevée, rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 70, il faudrait les mettre éventuellement sous ECMO si on veut les sauver. Et donc, eux, ils ont fait différemment, ils ont dit on va mesurer la pression œsophagienne pour essayer de préciser les indications d'ECMO, voir ce qui se passe. Et la deuxième chose qui est très intéressante, la pression œsophagienne, c'est difficile à mesurer, il y a des paramètres à prendre en compte. Ils ont dit, nous, plutôt que de mesurer des pressions, on va plutôt analyser des variations de pression pour essayer de s'affranchir des imprécisions qui sont liées aux valeurs absolues. Donc, essayer d'avoir des mesures utilisables par tous, compréhensibles par tous, et surtout reproductibles dans le temps. Ils sont partis du principe très simple que si j'ai une pression de plateau qui est à 30, si j'ai une compliance de la paroi qui est normale, elle représente, on va dire, environ 20% de l'élastance. Élastance et compliance, c'est élastance 1 sur compliance. Donc, si l'élastance est normale, ça va représenter environ 20% de l'élastance totale et donc 20% de la pression de plateau. En revanche, si la paroi est rigide, on pense toujours à l'abdomen, on pense aussi aux obèses, ça peut représenter beaucoup plus. Et donc, sonde œsophagienne, ils ont calculé l'élastance du système respiratoire, donc ce qui est très simple, on l'a vu tout à l'heure, et mesuré avec leur sonde œsophagienne la compliance de la paroi et transpulmonaire. L'idée était de séparer la part de la pression de plateau qui était liée à la paroi de la pression de plateau du poumon réel. Et de ça, ils ont fait un objectif qui était le même que celui de Talmor en disant je vais avoir mon objectif de pression de plateau transpulmonaire, lié vraiment au poumon, qui sera à 25 cm d'eau. D'accord ? Souvenez-vous que dans l'étude de Talmor, vraisemblablement des SDRA beaucoup moins sévères, elle était très faible. Ils voulaient être inférieurs à 25 et ils étaient aux alentours de maximum 10. Donc, la ventilation s'est faite sur un objectif de pression de plateau du poumon plutôt que du système respiratoire. Et donc, ils ont séparé les patients en disant ECMO, pas ECMO, en fonction de cette pression de plateau. Alors, dans le groupe qui a finalement eu de l'ECMO, la pression de plateau était déjà élevée, aux alentours de 28-30. Ceux-là ont été mis sous ECMO, alors que les patients qui n'ont pas été mis sous ECMO avaient une pression de plateau dite transpulmonaire qui était relativement faible. On augmente la pression expiratoire positive pour obtenir cette pression de plateau due au poumon et pas à la paroi à 25. Et c'est une analyse, c'était pas randomisé, c'est une analyse, et on regarde ce qui se passe. On voit par ailleurs que ce sont des pressions de plateau que l'on nous a interdit de mettre à nos patients, 37, 40, etc. Mais c'est finalement ce qui s'est passé. On remarque que dans le groupe
ECMO, la PCO2 était élevée, que dans le groupe qui n'a pas eu d'ECMO, mais qui avait les mêmes critères initialement, la PCO2 était élevée, et que miraculeusement, ces patients-là, quand on leur a mis une PEP vraiment élevée, ils ont baissé leur PCO2. Donc on se dit qu'on a dû ouvrir quand même quelques alvéoles et que le shunt a été moindre. Alors, la mortalité, puisqu'évidemment on se pose la question, même si ce n'était pas l'objectif primaire, 5 sur 7 sont décédés dans le groupe qui a eu l'ECMO, 6 sur 7 dans le groupe qui n'a pas eu l'ECMO, c'est évidemment pas significatif, mais il faut quand même analyser les résultats en voyant qu'il y a peut-être d'autres critères qui sont rentrés en ligne de compte. On voit quand même que les beaucoup plus jeunes ont eu de l'ECMO et que les plus vieux n'en ont pas eu. Et on voit aussi qu'il y avait quand même beaucoup d'obèses. Alors il y en a dans les deux groupes, mais il y en a quand même plus dans ce groupe-là. Ils ont tous eu trop de position du décubitus central et du N1. Donc finalement, je termine, la pression œsophagienne pour tous les SDRA, je dirais non. Cette étude-là sur l'ECMO, elle nous engage et elle nous fait dire vraisemblablement, chez les patients les plus sévères, il faut avoir plus de critères et on revient au monitorage. Juste monitorer le PaO2 sur FiO2, la compliance chez ces patients-là, ce n'est sûrement pas suffisant. Il nous faut plus d'arguments pour aller plus loin. Les patients avec un SDRA et avec un poumon potentiellement recrutable, on revient à l'étude de Gattinoni, et bien ceux-là aussi, on aurait envie de lutter contre les ouvertures et fermetures répétées. Donc pourquoi pas ceux-là, ceux qui ont du poumon potentiellement recrutable. Maintenant, il faut savoir comment le mesurer. Est-ce qu'il faut faire du scanner? Est-ce qu'il faut faire du volume pulmonaire? Je ne sais pas. Et enfin, je l'ai mis en dessous, pas d'études à ma connaissance précise sur le SDRA de l'obèse, mais ceux-là, on aurait envie, particulièrement les obèses, il faudrait définir peut-être un BMI, d'en faire un peu plus. La définition de Berlin avait quand même pressenti ça, même si ce n'est pas rentré dans la définition. Les patients les plus sévères, qui ont une compliance du système respiratoire la pire, volume plus bas, ça représente quand même 15% des ARDS, donc c'est régulièrement le cas dans nos services, et ils ont une mortalité qui est la plus élevée à 52%. Maintenant, je termine, la pression œsophagienne pour tous les réanimateurs, j'en ai pas du tout parlé. Ça coûte cher pour l'instant. Il y a un quasi-monopole d'une firme qui fait les sondes. Il faut analyser les pressions. Alors certains respirateurs, j'en connais au moins 2, ont une prise externe qui permet de faire cette mesure. Et après, il faut pouvoir l'analyser, ce qui est encore autre chose. Après, il faut du savoir-faire, placer la sonde. Il faut vérifier test d'occlusion, compression thoracique chez ces patients qui sont quand même souvent curarisés. La position du patient, c'est variable, la pression peut être variable, et éventuellement le volume pulmonaire. Alors ça, c'est juste pour montrer qu'en fait, quand on appuie sur l'abdomen, ça fait varier la pression œsophagienne. C'est comme ça qu'on vérifie que la sonde est en place. La position, c'est très important, puisque le patient, quand il est debout, allongé sur le ventre, il n'a pas la même pression œsophagienne. Et je termine avec cette diapo qui est un potentiel futur dont il faut peut-être un peu se méfier, mais en fait certains auteurs, après une étude chez le cochon et là chez des patients qui sont en insuffisance respiratoire, nous proposent d'estimer la pression transpulmonaire grâce aux variations de volume pulmonaire induites par la PIP, considérant que volume et pression sont liés par, encore une fois, l'élastance. Voilà.